Bonjour à tous, merci pour votre présence à ce webinaire que nous avons organisé conjointement avec Microsoft et Encipher. Pour ce webinaire, moi je suis accompagné de Jean-Philippe Lesage, qui est Cybersecurity Cloud Solution Architect chez Microsoft, qui va se présenter tout à l'heure et qui nous parlera de la solution Azure Key Vault. Et puis je suis également accompagné de Jérôme Béclin, qui est ingénieur avant-vente dans la société Encipher. Brièvement, je vais vous expliquer un petit peu, je vais vous présenter Metis. Donc moi je suis Nicolas Verdier, je suis directeur de l'agence Centre-Val de Loire Metis. Je suis également le directeur du SOC de Metis et en charge de la practice cybersécurité. J'ai rejoint la société Metis il y a maintenant un petit peu plus d'un an et demi. J'ai exercé précédemment dans quelques grandes sociétés comme Total et Hutchinson par exemple, et dernièrement, la dernière en date étant chez AG2R où j'étais RSSI sur le périmètre opérationnel. Donc, brièvement, Metis, qui sommes-nous? Nous sommes une jeune ESN qui a été créée en 2011 par Laurent Cayat, président, et Yannick Barlou, directeur général. Ce qu'on peut dire, c'est qu'on a eu une forte croissance ces dernières années, une entreprise relativement dynamique. Et puis le principaux déterminants est qu'on a une couverture sur l'ensemble de la France qui est assez forte, puisqu'on a un maillage régional qui nous permet d'apporter de la proximité à l'ensemble de nos clients. Nous sommes partenaires Gold de Microsoft sur plusieurs périmètres. Ceci se traduit par de nombreux certifiés, collaborateurs certifiés chez nous. Également des MVP sur certaines technologies, comme par exemple le Modern Workplace. On a plusieurs MVP chez nous. Et on a également 2 Regional Directors, ce qui est plutôt rare, présent dans notre entreprise. Nous sommes également membres de Exatrust et de CyberSec&You. Et nous avons de nombreux partenaires technologiques dont vous pouvez voir certains qui apparaissent ici, mais pas tous, mais en tout cas une partie. Notre savoir-faire est réparti sur 6 practices, on peut appeler également business unit. Donc les cyber practices gravitent autour de la cybersécurité, celle dont on va vous parler un petit peu aujourd'hui. Également la digital intelligence, la partie infrastructure bien évidemment, ça c'est j'ai envie de dire presque notre cœur de métier d'origine. Tout ce qui est business platform, modern workplace également, qui est un gros pôle maintenant, et puis depuis maintenant à peu près un an sur tous les services managés, donc à travers notre centre de service sécurité et également notre SOC. Rapidement, un petit portfolio de nos principaux clients actifs. Donc on voit qu'on est un petit peu sur tous les domaines d'activité. Je vais laisser la parole à Jean-Philippe qui va nous parler du sujet Azure Key Vault. Vous avez sur votre droite une zone questions et réponses. N'hésitez pas à poser vos questions au fur et à mesure et on dédiera un petit peu de temps à la fin de la présentation pour y répondre. Philippe, je te laisse présenter ta présentation. Et activer ton micro également. Je ne t'entends pas. Ça a l'air d'être mieux, Jean-Philippe? Oui, c'est bon. C'est en fait parce que d'habitude, je désactive pas le micro directement dans Teams parce que j'ai un bouton sur le micro qui est fait automatiquement. Ah, okay. C'est pour ça que j'avais pas vu que tu m'avais désactivé. Désolé. Voilà. Bon, tu vois bien ce que je présente? Je pense, oui. Eh ben, c'est parfait. Eh bien, bonjour à tous, je m'appelle Jean-Philippe Lesage et je suis architecte sécurité chez Microsoft pour les partenaires. Donc, je m'occupe essentiellement des partenaires et notamment de Metis, que je remercie beaucoup de m'avoir invité.
Aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu d'Azure Key Vault, qui est un service dans Azure qui va être très intéressant pour gérer tout ce qui est secret. Je vous ai mis quelques liens à chaque fois dans les slides, si vous voulez aller plus loin, si vous voulez faire un petit peu de recherche sur le sujet et puis approfondir. C'est toujours intéressant. Je vous ai mis aussi mon LinkedIn, mon Twitter. Je produis pas mal de choses, je transfère aussi pas mal d'informations. Et je pense qu'aujourd'hui, je vais beaucoup travailler parce que Ignite commence et puis on va avoir beaucoup de nouveautés qui vont arriver et qui vont être annoncées fin d'après-midi. Alors, pour commencer, au niveau du chiffrement des données, puisque c'est un petit peu le sujet aujourd'hui, chiffrement des données sur la plateforme Azure, faut savoir que le chiffrement, il existe déjà de base. Hein. Il y a du chiffrement en transit, évidemment. Quand vous êtes à l'intérieur d'Azure, entre les data centers, par exemple, il y a des chiffrements. Il y a du chiffrement aussi qu'on va avoir sur les données qui vont transiter de chez vous vers Azure. Alors ça peut être du VPN site à site, ça peut être des choses que vous avez mis en place vous-même, ça peut être du TLS. Voilà, on peut choisir aussi les méthodes. Il y a évidemment du chiffrement repos, tout ce qui est stockage dans Azure, tous les disques qu'on a donc physiquement sont chiffrés. Donc ça, c'est déjà une chose. Après, vous pouvez vous rajouter, si vous le souhaitez, une couche à vous pour chiffrer vos comptes votre stockage, vos disques de vos VM, des choses comme ça. Il y a un troisième type de chiffrement qui existe, qui s'appelle le chiffrement lors de l'exécution. Alors pour ça, on utilise ce qu'on appelle le confidential computing, et c'est en fait faire du chiffrement en mémoire sur les VM, sur une partie du code et une partie des données auxquelles on accède. Ça veut dire que même en mettant un debugger, si on pouvait le faire sur la machine, on ne peut pas accéder à ces informations qui sont chiffrées. C'est utilisé dans des cas un peu particuliers. Ça a notamment été utilisé pendant le Covid pour faire de l'analyse médicale sur des éléments qui venaient de plusieurs hôpitaux, plusieurs sources différentes. Et du coup, le machine learning global pouvait travailler sur différentes sources. Par contre, chaque source était complètement indépendante et ne voyait absolument pas ce qui se passait chez les autres. Par contre, le résultat global pouvait être disponible. Voilà, c'est quelque chose qui existe et qui arrive de plus en plus. On va passer dans le sujet un petit peu plus spécifique d'aujourd'hui. Donc, on va parler d'un service qui s'appelle Azure Key Vault. Alors, Azure Key Vault, c'est un service Azure qui va nous permettre de gérer un certain nombre de secrets, de certificats, de clés, voilà, tout ce qu'on va devoir protéger et qu'on va mettre à l'intérieur d'un coffre un petit peu particulier qu'on va appeler l'Azure Key Vault. Du coup, ces secrets, ils seront dans ce coffre et ils ne seront pas ailleurs. Par exemple, je ne sais pas, dans votre code, vous avez besoin d'avoir un mot de passe pour votre application, dans le code de votre application, vous ne le mettez pas dans le code, vous le mettez dans le Key Vault et c'est là qu'il va être protégé. Et en fait, dans ce Key Vault, vous allez avoir tous les éléments qui vont vous permettre de gérer ces différents secrets, clés, certificats, je sais pas, le renouvellement, les actions qu'on peut faire dessus, la gestion. Donc on va faciliter tout ça grâce à ce service. Après ce service, il existe de deux manières un peu différentes. Il peut être logiciel ou hardware. Donc il y a deux types de solutions. Mais derrière, il y a toujours un HSM validé FIPS de level 2. Voilà, ça c'est toujours le cas. On verra tout à l'heure un petit peu plus en détail comment sont articulés ces éléments. Comment va-t-on faire pour accéder à cet Azure Key Vault et qui va pouvoir y accéder? En fait, pour y accéder, il va falloir être authentifié. Pour être authentifié, vous êtes habitué certainement dans Azure, il y a Azure Active Directory. Là, on va utiliser Azure Active Directory pour s'authentifier et pour dire oui, je vais pouvoir accéder au Key Vault. Alors, on va avoir deux grands types d'authentification. Une première authentification pour ceux qui vont faire la gestion des Key Vault.
Donc j'ai besoin de gérer le key vault, de savoir, de le protéger, de protéger le réseau, de protéger via de la protection contre les menaces, de gérer le key vault globalement. À ce moment-là, je m'authentifie en tant qu'administrateur du key vault ou avec des droits particuliers sur le key vault, et je vais utiliser un compte Azure qui sera dans Azure AD. Je m'authentifie avec ce compte. Ce compte aura des autorisations, des droits spécifiques qui sont liés au Role-Based Access Control. Voilà. Je vais peut-être pas tous les droits, je vais peut-être pas être l'administrateur global du key vault, je vais pas peut-être avoir que certains droits, mais ça peut être géré par Airback. De ça, on dit qu'on parle du management plane, c'est-à-dire la gestion du key vault, l'administration du key vault. Après, il y a deuxième partie où on va aussi utiliser une authentification Azure AD, mais là, on va accéder au data plane. Le data plane sont les données qui sont dans le key vault. Et les données qui sont dans le key vault, ce sont des secrets, des clés, des certificats. Et là, on va utiliser une stratégie d'accès, une key vault access policy. Donc, à retenir, l'authentification, c'est toujours Azure AD, et après, il y a deux types d'autorisation, c'est soit pour le gérer, soit pour accéder aux données. Et ces deux-là sont évidemment avec deux types d'identités différentes. On va devoir protéger ce key vault et ne pas le laisser ouvert vers l'extérieur complètement. Donc, faut gérer le réseau, hein, comme on gère le réseau dans Azure, et on a les mêmes outils pour gérer le key vault qu'on va avoir comme outil pour gérer d'autres parties d'Azure au niveau du réseau, donc typiquement le firewall par exemple, ou le private endpoint. Le private endpoint, ça va être de dire, pour accéder à ce key vault, je ne peux y accéder que si je suis tel service ou telle adresse IP ou des choses comme ça. Personne d'autre ne pourra y accéder. Ensuite, comme dans tout service aussi Azure, il va falloir faire du monitoring. Et ce monitoring, on a déjà une base de monitoring qui est intégrée dans le portail du key vault, mais on peut étendre ce monitoring avec des éléments qui sont, je dirais, classiques, hein, qu'on retrouve dans les autres services. Le premier des éléments, c'est de se dire, les logs, j'ai besoin, les logs d'audit par exemple, du key vault, ce qu'on a fait dans le key vault, quoi, comment, etc. Je dois les garder pendant un certain temps. Parce qu'il y a une réglementation dans ma société, donc je dois garder ces éléments, je sais pas, 7 ans par exemple, et je peux les mettre dans un compte de stockage. Et pour ça, j'ai la possibilité dans le portail ou en utilisant du PowerShell ou autre de dire, voilà, je dois envoyer mes logs automatiquement dans un compte de stockage pour archivage. Je peux aussi les envoyer dans un Event Hub. Et cet Event Hub, en fait, il va pouvoir me permettre d'accéder à d'autres types de ressources. Je ne sais pas, par exemple, les envoyer l'information dans un CIEM. Ça peut être ça. Donc, l'Event Hub, qu'est-ce qu'il va faire? Il va me prendre un message qui fera 256 kilos au maximum. Et dedans, il y aura une partie des logs. Et derrière, lui, il va s'occuper de l'envoyer vers qui on lui a demandé, en fait. Et la troisième possibilité, c'est de dire, je vais utiliser un puits de log, qui est un service aussi assez standard chez Microsoft, qui s'appelle Azure Monitor Logs. Il s'appelait anciennement Log Analytics. Et c'est aussi du stockage. Mais ce stockage, on va pouvoir y accéder avec des requêtes et un langage de requêtes qui s'appelle le langage Custo. Et donc, on va pouvoir faire des requêtes sur les logs de Azure Key Vault. Voilà. On continue. Et on a toujours encore pareil, hein, comme dans les autres services Azure, c'est toujours un peu pareil. On a des possibilités de protection contre les menaces dans cet Azure Key Vault, et on peut valider une option qui s'appelle ATP, Advanced Threat Protection. Advanced Threat Protection, c'est un terme standard, hein, un petit peu chez Microsoft. C'est la possibilité de protéger contre les menaces un certain nombre de services. Hein. Vous allez le retrouver, je sais pas, dans Office 365 par exemple. Là, on l'a aussi dans Azure Key Vault. Et là, il va me permettre de détecter des comportements anormaux, par exemple, sur l'accès au Key Vault. Tiens, il y a quelqu'un qui essaye d'y accéder. Il a la bonne identité, la bonne authentification. Par contre, ce qu'il fait, c'est
anormal, ou c'est pas dans les habitudes, ou il le fait à partir d'un endroit où c'est pas normal. Voilà. Et il va y avoir de la protection de ce type-là. Et qu'on va retrouver évidemment dans un outil beaucoup plus global qui s'appelle Azure Security Center. Donc c'est un service qui va permettre de gérer des secrets, des clés, des certificats, et avec autour les grands classiques, je dirais, de la gestion dans Azure. Je vous ai mis un petit point derrière pour, si vous voulez accéder au pricing. Bon, le pricing, il n'est pas extrêmement compliqué, hein, en fait, au niveau de la tarification. Si on est en mode standard, en fait, la tarification, ça va être au nombre de transactions qu'on va avoir. Et puis, si on est dans un mode premium, ça va être les transactions, plus chaque clé va coûter un petit peu tous les mois. Bon, la transaction, c'est 0,026 € par transaction. Donc, c'est pas excessif. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre dedans? Déjà, il va y avoir deux grands types de protection. Il y a protection logicielle. La donnée va être chiffrée au repos dans un coffre software, on va dire. Mais derrière, la clé maître, on va dire, au bout de la chaîne, elle sera forcément dans un HSM. La deuxième possibilité, c'est de prendre du premium, un tout petit peu plus cher, mais les clés, elles sont dans un HSM validé FIPS 140-2 Level 2. Voilà, c'est ça la différence. Ça peut être intéressant parce que peut-être que pour le développement, vous avez juste besoin d'un coffre logiciel. Par contre, pour la prod, vous préférez avoir un HSM hardware. Alors dedans, on peut importer, générer des clés. Il y a différents types de clés qui sont disponibles. Hein. Les clés RSA, on va dire, du classique, hein, de 2048 à 4096. Des clés elliptiques aussi qui sont disponibles. Quand c'est marqué -HSM, ça veut dire qu'elles sont disponibles qu'en mode premium dans le HSM. Après, on peut faire un certain nombre d'opérations sur ces clés. Donc, aller chercher, créer, effacer, mettre à jour, importer, backup, restore, voilà, toutes les opérations de type classique qu'on effectue sur des clés. On peut y mettre des secrets aussi. Alors, qu'est-ce qu'un secret? Un secret, c'est juste une séquence d'octets. Elle fait maximum 25 kilos et il y a un chiffrement qui est transparent sur ce secret. Et qu'est-ce qu'on va mettre dans ce secret? Ce secret, ça peut être un mot de passe, par exemple. Au lieu de le mettre dans mon application, dans un fichier de configuration ou autre, je le mets dans le Key Vault et je vais dire à mon application, va chercher dans le Key Vault tel secret. Ça peut être aussi une chaîne de connexion SQL. J'ai souvent besoin de chaîne de connexion SQL pour accéder à ma base de données, par exemple, de mon application. La chaîne de connexion, je ne la mets pas dans mon application, je la mets dans le Key Vault et je dis à mon application d'aller chercher cette chaîne dans le Key Vault. Voilà, c'est un moyen efficace de pouvoir protéger des éléments qu'on doit protéger. Alors après, il y a la possibilité de gérer aussi des clés de stockage, par exemple, des clés SAS, ça s'appelle, des clés des comptes de stockage, et puis vous pouvez les mettre dans le Key Vault aussi. On peut mettre des certificats aussi. Donc il y a différentes possibilités. Donc on peut créer, on peut avoir des certificats autosignés, les créer, les importer. Ils peuvent être émis par une autorité de certification. On a aussi un partenariat avec DigiCert et GlobalSign, ce qui permet de s'intégrer avec eux pour faciliter la création, le renouvellement des certificats directement avec eux. Les opérations qu'on peut effectuer, elles sont aussi assez classiques, hein, donc toujours un peu la même chose, hein, créer, importer, backup, restore, etc. Alors les scénarios d'usage. Pour le chiffrement au repos, par exemple, des services Azure, des solutions PaaS, même SaaS, Office 365, Dynamics, vous voulez avoir des clés un petit peu particulières et les mettre dans le Key Vault, il n'y a aucun souci, ou dans votre application. La protection des secrets, comme on vient de le voir, donc des certificats, des secrets applicatifs, hein, les chaînes de connexion SQL, les clés de stockage, et puis après, on pourra avoir des besoins spécifiques côté client avec des applications qui ont besoin de mettre des secrets spécifiques et de les protéger via le Key Vault. Alors, en exemple, sur ce sujet, donc là, je vous ai juste mis une copie d'écran de ce qu'on peut retrouver dans Azure. C'est pour vous dire qu'on peut retrouver des différents Azure Key Vault à différents endroits.
Et pourquoi il y en a différents? Peut-être parce qu'il y en a un qui est premium, l'autre qui n'est pas premium, parce que ce n'est pas nécessaire. Et puis pour pas que tout le monde, enfin que de nombreux services aient accès au Keyvolt, on va séparer en fait les différents accès. Donc là, en l'occurrence, on a un Keyvolt qui est plus sur du IaaS, sur de l'AVM. Alors il y a peut-être des secrets dans les VM qui sont cachés ou enregistrés dans le Keyvolt. Ça peut être un service pass, donc un app service dans le haut à droite. Et là aussi, pareil, des secrets ou des clés qui sont dans le Keyvolt du app service. Et il n'y a peut-être que le app service qui a le droit d'accéder à ce Keyvolt-là, ce qui permet de protéger les secrets correctement. Et de la même façon, on a du SQL dans la partie droite en bas, et à ce moment-là, on a aussi un Azure Keyvault qui va me permettre de mettre, par exemple, les chaînes de connexion ou des secrets liés à SQL. Et ils vont être indépendants. On va pouvoir avoir des stratégies qui vont être globales à la société sur ces Keyvault, des stratégies de configuration globale, mais par contre, ces Keyvault peuvent être indépendants et puis vraiment liés à une infrastructure pour que uniquement cette infrastructure ait la possibilité d'accéder au Keyvault. Alors, je vais juste vous montrer une petite démo avant de passer la main. Alors, le Keyvault, il est ici, mon démo 9612 Keyvault. En overview, en fait, je vois le monitoring, qu'est-ce qui est utilisé, le nombre de clés. Alors, effectivement, chez moi, il n'y en a pas beaucoup d'utilisation. Je dois avoir un certificat avec 2 clés. En l'occurrence, sans clé, j'en ai pas, mais j'ai un secret. J'ai un démo secret que je vous montrerai tout à l'heure. J'ai un certificat aussi, My Certificate. Et j'ai des access policies dont je vous parlais tout à l'heure. Donc, par exemple, ici, j'ai une policy d'accès qui me dit, tiens, il y a la démo VM qui a le droit d'aller faire un get sur un secret. Et je vais vous montrer comment ça se passe au niveau de cette fameuse démo VM. Donc, je vais lancer cette VM ici. Je l'ai fait en PowerShell, mais évidemment, on peut l'intégrer assez facilement. Il y a différentes possibilités en .NET, je sais pas, C#, il y a plein de possibilités pour y accéder. Qu'est-ce que j'ai fait ici? J'ai juste fait, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai besoin d'une identité pour aller chercher un secret. Et en fait, là, je suis allé chercher un token qui est lié à l'identité que j'associe à ma machine, qui s'appelle une Manage Identity. Donc, ma machine a une identité. Elle va utiliser cette identité pour aller chercher un jeton. Elle va récupérer un jeton et elle va pouvoir utiliser ce jeton pour aller faire quoi? Aller dans le Keyvault, chercher le secret qui l'intéresse. Et pourquoi elle va pouvoir y aller? Parce qu'elle est authentifiée et qu'elle a les droits nécessaires, puisque je vous ai montré qu'elle avait le get juste avant. Donc c'est exactement ce qui va se passer ici. Je vais chercher un token et ensuite je vais chercher le secret dans le Keyvault. Alors le token, j'ai dû vous le mettre quelque part ici. Voilà, le token, on le voit, j'ai mis dans jwt.ms. Le token, c'est bien un token qui va servir à accéder au Vault. Après, qu'est-ce que je récupère dans cette machine? En fait, une fois que j'ai accédé et que j'ai demandé l'accès au secret, vous vous souvenez, j'avais démo secret qui était dans le Keyvault. Et en fait, le résultat de démo secret, c'est que j'ai récupéré le mot super _ secret _ password, que je peux réutiliser moi à l'intérieur de ma VM pour faire quelque chose dont j'ai besoin. Voilà un exemple simple d'accès au Keyvault. Alors j'ai terminé ma présentation par une phrase bien connue qui est tirée de Spider-Man, mais qui ne vient pas forcément de Spider-Man. Auparavant, si on remonte un petit peu ce type de phrase, c'était pendant la Convention en 1793 en France que une phrase un peu équivalente avait été utilisée. En fait, c'est pour dire que vous allez vouloir vous protéger de quoi? C'est la question à se poser d'abord. Et puis après, jusqu'à quel point vous allez laisser le service
cloud, gérer les choses. Voilà. Et ben, vous avez différentes possibilités. Bon, on a évidemment le chiffrement au niveau du volume pour l'ensemble des disques utilisés dans Azure, mais après, vous pouvez faire des choses à vous, donc du chiffrement par les clés gérées par Azure, donc vous laissez faire les choses un peu, et, par contre, vous avez les clés, mais c'est Azure qui va gérer tout ça. Vous pouvez utiliser aussi vos propres clés et les amener dans Azure. Donc ça va être ce qu'on appelle du BIOC, dont mes collègues vont reparler tout après. Après, vous pouvez faire du chiffrement aussi, mais avec des clés gérées en interne. Et puis après, vous pouvez faire du chiffrement côté client. Mais alors du coup, les données qui arrivent dans Azure, elles ne vont pas être utilisables par le service puisqu'il n'y aura pas accès, il ne pourra pas les déchiffrer. Donc voilà, il y a différentes possibilités suivant ce que vous voulez faire, et puis à vous de voir dans quel cadre vous allez utiliser l'une ou l'autre. Et je vais laisser la main à mes collègues pour poursuivre sur cette partie. Merci Jean-Philippe, très bonne présentation. Et puis vous avez les coordonnées de Jean-Philippe dans les slides qui ont été présentés et que vous pourrez retrouver dans l'enregistrement qui sera disponible sur le blog Metis d'ici demain. Jérôme, tu es prêt? Je suis prêt. Je te laisse. Voilà, vous devez voir mes slides et m'entendre. On a les deux, c'est bon, à toi. Merci, merci Jean-Philippe pour cette introduction à l'Azure Key Vault. Donc je me présente, Jérôme Béclin, moi je suis ingénieur avant-vente pour la société Encipher, qui pour information va prendre le nom bientôt d'Entrust. Et je m'occupe du marché français et d'Afrique francophone pour cette société Encipher. Alors j'ai un petit problème de slide, pardon, je n'étais pas à la bonne slide. Avant de commencer, je vais faire un rappel un petit peu sur qui sommes-nous Encipher Security parce que vous nous connaissez peut-être sous un autre nom. En effet, alors déjà Encipher Security, nous sommes une société qui a été créée il y a un peu plus de 20 ans en Angleterre, à Cambridge plus précisément. Et en 2008, nous avions été rachetés par le groupe Thales. Et nous avons donc été connus sous le nom de Thales eSecurity de 2008 à 2018. En 2018, Thales a annoncé le rachat de Gemalto. Et il s'avère qu'au sein du groupe Gemalto, on retrouve les solutions qu'on appelle SafeNet. Et sur le marché des HSM, des Hardware Security Modules, qui sont les solutions que nous produisions au sein d'Encipher, SafeNet est notre plus grand concurrent au niveau mondial. Et donc, lors de ce rachat par Thales de Gemalto, la Commission européenne et ses équivalents à travers le monde ont dit qu'il n'était pas possible d'avoir sous le même chapeau Thales à la fois les solutions anciennement Encipher et les solutions de SafeNet. Et sachant qu'en fait, il n'est pas possible de démanteler un groupe qu'on est sur le point d'acquérir, c'est Thales qui a dû se séparer de sa division HSM, donc anciennement Encipher Security, et donc nous avons récupéré notre indépendance et ce nom Encipher Security début 2019. Et nous avons donc gardé ce nom Encipher Security et cette indépendance jusqu'en juin 2019, parce qu'en juin 2019, nous avons été rachetés par le groupe Entrust Datacard, qui est un groupe qui propose un certain nombre de solutions autour de la sécurisation de l'identité digitale. Voilà, et donc aujourd'hui nous sommes encore connus sous le nom d'Encipher Security et nous allons prendre le nom d'Entrust, car l'ensemble du groupe va prendre ce nom d'Entrust dorénavant. Alors Encipher Security, nous sommes fournisseurs de HSM, HSM pour Hardware Security Module, donc module de sécurité hardware, qui sont des modules qui vont permettre de sécuriser la génération et l'utilisation de clés cryptographiques. Et pourquoi on va utiliser ce type de module pour bien sécuriser ces clés cryptographiques, ces clés de chiffrement? Parce que ces modules permettent d'atteindre des niveaux de sécurité très importants, parce qu'on a des contre-mesures hardware, des contre-mesures logicielles qui permettent de sécuriser les clés. On a aussi un générateur de nombres aléatoires hardware qui permet de générer en fait des aléas à très forte entropie et donc apporter une sécurité importante.
Et grâce à l'ensemble de ces contre-mesures, on est capable d'atteindre des niveaux de certification importants. Donc aujourd'hui, l'ensemble de notre gamme N-Cipher est certifié Common Criteria EL4+, qui est une certification européenne, et certifié FIPS 140-2 Level 2 et Level 3, qui sont des certifications américaines. Voilà. Aujourd'hui, sur notre gamme de produits, on a 3 types de form factors sur un matériel HSM. Le premier à gauche, qui est le boîtier N-Shield Connect, qui est celui qu'on retrouve typiquement en data center, donc c'est une appliance 1U, et qui a l'avantage d'être multi-client, c'est-à-dire qu'on va pouvoir connecter jusqu'à plusieurs milliers d'applications pour venir utiliser ces fonctions cryptographiques. Ensuite, on a au centre la carte N-Shield Solo, qui est une carte PCI Express qui va se plugger dans un serveur et qui va être dédié à un serveur. Et à droite, on a un module USB qu'on appelle le N-Shield Edge, qui est un module qui aura le même mode de fonctionnement que les autres, que le Solo et le Connect, mais qui va avoir des cas d'usage différents, car on a un prix qui sera moindre sur ces modules, mais aussi des niveaux de performance moins importants. Et donc, on va l'utiliser sur certains cas d'usage, dont un en particulier dont on va parler aujourd'hui, qui s'appelle le Bring Your Own Key, et j'y reviendrai par la suite. Donc voilà, 3 types de form factors. Et ce que je dis toujours en introduction, c'est qu'un HSM, un Hardware Security Module, tout seul, ça ne sert à rien. Poser sur une table, ça ne sert à rien. L'idée, c'est qu'on va le connecter à votre infrastructure, le connecter à des applications, pour venir sécuriser les clés de chiffrement de ces applications. Et pour le connecter à ces applications, on va utiliser des API cryptographiques, comme Java JCE, comme PKCS11, comme les API de Microsoft CAPIM CNG, ou encore des API comme OpenSSL. Et donc, on va pouvoir connecter ces applications à son HSM pour venir sécuriser les clés de chiffrement. Un autre point important à propos du Hardware Security Module, du HSM, c'est qu'on considère souvent que c'est la racine de confiance au sein d'une société pour venir centraliser la sécurisation, le management et le stockage des clés cryptographiques. C'est-à-dire que ce HSM va servir comme plateforme de confiance pour de multiples applications au sein de la société. Et on a un très large gamme de cas d'utilisation en fait, et d'applications qui vont pouvoir utiliser le HSM pour venir sécuriser les clés. Donc on peut avoir des applications autour du cloud, et je vais en parler aujourd'hui avec ce qu'on appelle le Bring Your Own Key et le Hold Your Own Key. On a aussi un certain nombre d'applications autour de la PKI, des infrastructures à clé publique, donc c'est le cas d'usage historique et encore aujourd'hui le cas d'usage numéro 1 du HSM, c'est qu'on va utiliser le HSM pour venir sécuriser les clés privées des autorités de certification dans des PKI. On peut utiliser aussi le HSM pour venir protéger des bases de données. Donc le HSM ne va pas être utilisé pour chiffrer les bases de données, mais par contre va être utilisé en complémentarité des solutions natives de chiffrement de bases de données. Donc par exemple une base de données Microsoft SQL qui a une solution qu'on appelle le TDE, Transparent Database Encryption, et qui va pouvoir venir utiliser le HSM pour venir sécuriser la génération et l'utilisation des clés de chiffrement ensuite utilisées par ce TDE. On a aussi d'autres cas d'usage, comme autour de la blockchain, de l'IoT, donc des cas d'usage plus modernes, autour de la signature de code, de la signature électronique. Voilà, nos HSM sont certifiés pour faire de la signature qualifiée et IDAS. Et ensuite, on va s'intégrer à un certain nombre de partenaires technologiques. Aujourd'hui, on a plus d'une centaine de partenaires technologiques qui fournissent des applications qui reposent sur de la cryptographie et qui vont pouvoir utiliser le HSM en complémentarité pour sécuriser ces clés cryptographiques. Donc, ça peut être des applications comme des applications autour du Privilege Access Management, PAM, comme CyberArk, comme HashiCorp. C'est aussi des applications autour de tout ce qui est sécurisation SSL, TLS. Donc, on s'intègre avec les proxys de McAfee, d'F5, les firewalls de Palo Alto ou autres. Donc, on peut utiliser en plus de ces applications des HSM N-Cipher pour sécuriser les clés cryptographiques. Voilà, il faut bien voir en fait ce HSM comme la racine de confiance pour la sécurisation des clés. Voilà pour une présentation de nos produits N-Cipher, de nos HSM. Maintenant, on va faire un petit focus sur le cloud et en particulier sur ce qu'on va faire avec Microsoft. Parce que, déjà en introduction, il faut savoir que N-Cipher et Microsoft, nous travaillons ensemble depuis plus de 20 ans. Alors, à l'époque, les premiers cas d'usage
ont été autour de l'application MSN, Hotmail. Et depuis, on a de nombreux cas d'usage, hein, que ce soit une utilisation de HSM en interne chez Microsoft, par exemple, en 2001, lorsque la PKI interne de Microsoft a été développée, elle reposait sur des HSM N-Cipher. Microsoft signe aussi aujourd'hui un certain nombre de ses drivers en utilisant des HSM N-Cipher. Et on va voir aussi que Microsoft utilise des HSM N-Cipher dans ses offres, telles que dans l'Azure Key Vault qui repose du coup sur des HSM N-Cipher. Voilà, donc, on a ce partenariat depuis un certain nombre d'années où on va pouvoir utiliser le HSM N-Cipher en complémentarité de solutions de Microsoft, que ce soit pour le cloud, mais aussi pour la PKI. Donc on s'intègre avec ADCS, la PKI Microsoft, on s'intègre avec les bases de données SQL, et on a un certain nombre d'autres cas d'usage aussi. Donc je vais d'abord parler du Bring Your Own Key. Alors le Bring Your Own Key, l'idée, c'est de répondre à une problématique, c'est que des sociétés vont utiliser leurs fournisseurs de cloud pour venir stocker leurs données. Ces fournisseurs de cloud, comme on l'a vu pour Microsoft, fournissent des solutions de chiffrement, comme l'Azure Key Vault. Et du coup, les sociétés mettent leurs données dans le cloud, ces données sont chiffrées par leurs fournisseurs de cloud, et sont chiffrées avec des clés qui appartiennent aux fournisseurs de cloud. L'idée du Bring Your Own Key, ça va être de dire on veut contrôler ces clés de chiffrement, ces clés maîtres qui vont permettre de chiffrer nos données dans le cloud. Et donc, on va faire du Bring Your Own Key, qui veut dire en français amener votre propre clé, c'est-à-dire qu'on va garder la main sur ces clés de chiffrement utilisées par le fournisseur de cloud. Donc, l'idée du Bring Your Own Key, c'est de générer une clé chez soi et de la partager vers son fournisseur de cloud pour pouvoir s'assurer que la clé qui est partagée et qui va être utilisée est une clé robuste, qui a été générée avec les meilleures pratiques, pour pouvoir contrôler du coup sa clé et pouvoir la révoquer si on le souhaite. Et on veut aussi avoir la garantie que la clé maître la clé qu'on va partager nous est propre et n'est pas une clé mutualisée entre différents clients. Donc ça, c'est le principe du Bring Your Own Key. Et aujourd'hui, on peut utiliser des HSM du coup pour partager cette clé vers son fournisseur de cloud, que ce soit Azure, mais aussi les autres fournisseurs de cloud. On va faire un focus sur le Bring Your Own Key entre Microsoft, Azure et N-Cipher parce que c'est une solution qui est un peu plus intégrée, un peu plus poussée que toutes les autres solutions que vous trouverez sur le marché de Bring Your Own Key entre n'importe quel fournisseur de HSM et n'importe quel fournisseur de cloud. Donc on a cette spécificité N-Cipher Microsoft Azure, car comme je le disais, au sein du cloud Azure, on retrouve des HSM N-Cipher. Et donc, on est capable d'apporter un certain nombre de niveaux d'assurance et d'avantages supplémentaires parce qu'on a le même matériel on-premise et côté cloud. Ce qui va se passer, c'est qu'on va générer du coup, donc le client du fournisseur de cloud va pouvoir générer on-premise une clé en utilisant un HSM. Donc sur le schéma que vous avez à droite, on a un HSM USB typiquement, parce qu'on va générer une clé maître et on n'a pas besoin d'une performance très importante parce que c'est une clé qu'on va générer une fois. Et une fois qu'on aura généré cette clé, on va pouvoir mettre ce petit HSM USB dans son coffre-fort et on va le ressortir quand on aura généré une nouvelle clé et pousser une nouvelle clé au sein de l'Azure Key Vault. Donc une fois qu'on a généré cette clé on-premise, on a la capacité technique de restreindre sa politique d'accès, la politique de ce qu'on appelle Access Control List de cette clé. Donc c'est un peu la configuration de la clé. Et on est capable de définir cette clé comme non exportable. Et ensuite, on va pouvoir partager cette clé vers un HSM N-Cipher qui est dans le cloud parce que Microsoft N-Cipher, nous avons travaillé sur un lien sécurisé pour partager la clé au sein des HSM N-Cipher dans le cloud. Et donc, on retrouve cette clé au sein des HSM N-Cipher hébergée par Microsoft au sein de l'Azure Key Vault. Et donc, Microsoft va se retrouver avec une clé qui est dans du matériel N-Cipher, donc une clé que Microsoft ne pourra jamais voir et ne pourra jamais exporter par définition, parce que cette clé, on l'aura générée comme non exportable, et on est capable de garantir que cette clé restera non exportable, car elle sera toujours stockée au sein de matériel N-Cipher côté cloud. Voilà, donc le Bring Your Own Key entre Azure et Microsoft a deux avantages principaux par rapport au Bring Your Own Key que vous pourrez trouver
aux autres brouillons que vous pourrez trouver sur le marché, c'est qu'on a un certificat d'assurance que les clés vont bien être stockées côté cloud dans des HSM Shield et pas dans du soft, et on a l'assurance que la clé qu'on va partager vers son fournisseur de cloud est non exportable, et donc Microsoft pourra voir la clé, mais ne pourra jamais l'exporter. Et en plus de ça, on va retrouver, et c'est la flèche 4 sur le schéma, des logs qui permettent de savoir ce qui est fait de ces clés, de pouvoir s'assurer que l'utilisation qui est faite de la clé est bien l'utilisation qu'on aura permise de faire. Donc voilà un peu l'idée de Bring Your Own Key entre NCipher et Microsoft Azure, qui est de dire qu'on a la capacité d'assurer que la clé qu'on va partager vers son fournisseur de cloud, le fournisseur de cloud, et Microsoft Azure en particulier, pardon, Azure ne pourra jamais l'exporter. Deuxième partie NCipher Microsoft est ce qu'on appelle le Hold Your Own Key. Le Hold Your Own Key, pour info, hein, c'est côté NCipher, on a cette possibilité de Hold Your Own Key uniquement avec Microsoft Azure et avec aucun autre fournisseur de cloud. Hold Your Own Key, en fait, ça va se baser et c'est supporté par Azure Information Protection, donc Azure AIP, qui va permettre à des entreprises d'utiliser des politiques de protection ADRMS pour leurs données les plus sensibles. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'en fait, on va, grâce à Microsoft AIP, pouvoir classifier l'ensemble de ces données selon leur sensibilité, donc ce qu'on appelle C1, C2, C3, C4. Et pour la partie la plus sensible, on va chiffrer ces données les plus sensibles avec des clés sécurisées qui seront protégées par un HSM lui-même en local. Et donc, ces fichiers, une fois qu'on ne seront jamais en fait indéchiffrables pour Microsoft parce que la clé de chiffrement reste en local. Et donc, Microsoft n'aura jamais accès à ces fichiers les plus sensibles qu'on aura chiffrés avec cette clé en local. Cependant, on va perdre un certain intérêt du cloud parce que les données sensibles vont être protégées, mais ne seront indéchiffrables pour le fournisseur de cloud. Et donc, on va perdre un certain nombre de l'intérêt du cloud, comme la recherche, l'indexation, etc., sur ces fichiers, mails, documents. Voilà, donc ça, c'est les projets qui vont demander une maturité un peu plus importante parce qu'auparavant, il faut que l'entreprise ait déjà identifié et classifié ces données les plus sensibles avant de les chiffrer en local. À savoir que sur un projet, on peut utiliser du Bring Your Own Key et du Hold Your Own Key en parallèle. Bring Your Own Key pour une partie importante de ces données, donc où là, on va garder la main sur ces clés de chiffrement. Et on va pouvoir utiliser typiquement le HSM USB, le Edge, pour ce type de projet. Et le Hold Your Own Key sur la partie la plus sensible des données, où là, la clé reste en local. Les données sont chiffrées en local, donc les données, les documents, les fichiers, les emails sont chiffrés en local. Et où là, par contre, l'infrastructure côté HSM sera un peu plus importante parce qu'on va avoir besoin de haute disponibilité pour venir chiffrer, déchiffrer ces documents, ces emails. Et dans ce cas-là, on aura des HSM réseau parce qu'on aura besoin de cette haute disponibilité. Donc voilà, deux types de solutions qu'on offre en parallèle avec Microsoft qui permettent pour l'une de garder la main sur ces clés de chiffrement dans le cloud et pour l'autre de chiffrer la partie la plus sensible de ces données afin que cette partie-là ne soit jamais visible auprès de son fournisseur de cloud. Dernière slide de mon côté NCipher, pour dire que j'ai présenté 3 types de form factor, donc 3 types de produits HSM, des boîtiers réseau, des cartes PCI Express et des boîtiers USB. Sachez aujourd'hui qu'on a aussi une offre qui s'appelle HSM as a Service, N-Shield as a Service plus précisément, qui permet d'offrir du HSM dans le cloud, c'est-à-dire du HSM qui est hébergé par NCipher ou un de nos partenaires. Et donc pour les sociétés qui ne veulent plus avoir soit plus avoir la compétence HSM, soit ne plus avoir l'infrastructure en propre et de hardware en propre dans leur data center ou autre, ou ne plus avoir de data center tout simplement, on offre la possibilité de se connecter à des HSM à distance. Donc ça peut être soit des HSM administrés par le client final, ce qu'on appelle en mode self-managed, où le client va administrer à distance ses HSM, parce qu'aujourd'hui sur un HSM NCipher, tout est faisable à distance. Soit en mode fully managed, où là vraiment l'administration est délaissée à NCipher ou à son partenaire. Ça sont pour les sociétés qui ne veulent plus du tout la compétence HSM. Voilà pour ce qui est de solutions NCipher. Est-ce que vous avez des questions sur cette présentation Microsoft, NCipher ou Metis?
et nous tenons disponibles pour vous répondre. J'ajouterais que, bien entendu, Medsys a la possibilité d'intégrer les solutions N-Cipher pour vous. Donc pour cela, il suffit juste de nous contacter et puis on pourra analyser votre besoin et vous aider à mettre en œuvre les solutions qui correspondront à votre requête. En tout cas, vous avez dû voir, vous avez nos coordonnées qui sont apparues sur les différents slides. Vous pouvez également nous contacter à travers notre site web. N'hésitez pas. Nous sommes présents également prochainement aux Assises de la sécurité, qui doit être le prochain gros forum qui est sur l'agenda, qui est en tout cas conservé. Merci pour votre attention et puis n'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez la moindre question et on mettra tout en œuvre pour pouvoir répondre à vos requêtes. Je pense qu'on va pouvoir clôturer le webinaire. Merci bien Jérôme, merci Jean-Philippe et merci également à tous de votre présence et bonne fin de journée.